On nous dira, mais vous le saviez. C'est ça qui est faux. Vous saviez ce qui se passe à Gaza et vous n'avez Vous le rien. saviez. Nos enfants ou nos petits-enfants nous diront, mais vous le saviez et vous ne faisiez rien. La solution apportée par les Israéliens, vous connaissez la situation, c'est de dire on va faire rentrer 60 camions, là où il en faut pratiquement 600 à 700 par jour, qui seront distribués dans des zones, mises en place par des sociétés de sécurité américaines, qui vont elles-mêmes distribuer la nourriture parce que la nourriture va vers le Hamas. Mais c'est faux. J'y suis allé à Gaza 2 fois. C'est faux. La nourriture est distribuée par l'ONU, par les stocks de l'UNRWA. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, toute petite vidéo actu dans laquelle on va parler d'Absa Toussi qui s'est fait agresser dans un parc. On va parler également de Thierry Ardisson qui ose une comparaison entre Gaza et Auschwitz. Mais pour commencer, parlons de la manifestation néo-nazie qui a eu lieu hier à Paris. Regardez. C'est quand même effrayant que chaque année, ce collectif clairement néo-nazi puisse être autorisé par les autorités à défiler. On parle de centaines de personnes, dont certaines cagoulées, etc. Ce groupuscule, c'est le C9M. Alors c'est quoi le C9M ? Chaque année, le comité du 9 mai rend hommage à Sébastien Desieux, un militant de l'œuvre française, un groupe pétainiste et antisémite. Il est mort en tombant d'un toit le 7 mai 1994 alors qu'il essayait d'échapper aux forces de l'ordre dans le cadre d'une manifestation organisée par l'extrême droite contre l'impérialisme américain. C'est à la suite de sa mort que se crée le comité du 9 mai à l'initiative du GUD et de la jeunesse du Front National. Leur premier fait d'armes, avoir tenté d'envahir l'appartement du ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua. Finalement, ils échouent et décident de se rabattre sur les locaux de Fun Radio qu'ils prennent d'assaut, armes au poing. En 2023, Laurent Nunez, le préfet de Paris, avait déclenché un tollé en déclarant qu'il ne comptait pas interdire la manifestation du comité du 9 mai, au motif que les précédentes éditions n'avaient pas causé de troubles à l'ordre public. On rappelle qu'à l'époque du Covid, les casserolades de citoyens étaient considérées comme un trouble à l'ordre public. Le défilé nazi, en revanche, ça passe crème. La polémique a tellement enflé que Darmanin a fini par trancher en faveur de l'interdiction. L'année dernière, si la préfecture a interdit la manif dès le début, c'est la justice qui a finalement acté l'autorisation de défiler au titre du droit de manifester. Bon, finalement, cette manifestation a été autorisée pendant qu'une autre manif, cette fois antifasciste, a été interdite. Les autorités craignaient sûrement des affrontements entre les deux cortèges. Néanmoins, des manifestants antifascistes avaient quand même décidé de se rassembler au même endroit que la manif néo-nazie, et les forces de l'ordre les ont alors repoussés. Oh, doucement, je suis. Oh, doucement. Monsieur, qu'est-ce que vous faites avec le bébé? Qu'est-ce que tu fous dans ta poche? Mets-le. Putain, il va. Regardez les brassards, voyez le violet. C'est quoi, Christian? Je le devine que tu nous relèves ça. Alors pour le coup, ça me choque profondément qu'une manifestation nazie soit autorisée. Mais une fois qu'elle est là, et que son itinéraire est connu, le rôle des policiers, c'est de faire en sorte que ces néo-nazis ne rencontrent pas les antifascistes et que ça ne parte pas dans tous les sens. Mais, parce qu'il y a un mais, le comportement de certains policiers zélés allant jusqu'à faire un front contre front avec des antifascistes pose question. Calmement, vous protégez des néo-nazis. Calmement. Il est derrière le danger, messieurs. Alors pourquoi je dis que ça pose question ? Pour ça, par exemple, regardez. Info Street Press, le fils du directeur général de la police nationale est un cadre d'un groupe néofasciste. Le 31 octobre dernier, Louis Laugier est nommé directeur général de la police nationale
par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, comme par hasard. Décrit comme très conservateur par Libération, le haut fonctionnaire a un fils qui l'est encore plus, Stanislas Logier, secrétaire général de la Ligue ligérienne, un groupuscule néofasciste. Implantée à Nantes, la Ligue ligérienne se présente comme patriote et catholique, mais d'après la préfecture de la Loire-Atlantique, une partie des membres est connue pour appartenir à une mouvance identitaire incitant au rejet voire la haine d'une partie de la population. Stanislas Logier est également le mari d'Ombeline Gidouin de Monneurville, numéro 3 de la liste Rassemblement National aux élections municipales de Nantes en 2020, qui like un grand nombre de publications de la Ligue ligérienne de son époux. Bon voilà, quand la proximité entre des policiers et des milieux néo-nazis est avérée, il faut que les médias arrêtent de fermer les yeux. Après, c'est assez logique. La police est le dernier rempart entre le peuple et le monde médiatico-politique. À partir de là, on peut comprendre qui seront les derniers à critiquer les forces de l'ordre. Ça me permet de parler de l'agression subie par Absatoussi, une agression qu'elle considère raciste. Alors Absatoussi, c'est une animatrice télé et entrepreneuse qui est aujourd'hui la cible des identitaires à cause de son procès gagné contre Zemmour, pour l'affaire dite des prénoms, où Zemmour lui disait que son prénom était une insulte à la France et qu'elle devrait s'appeler plutôt Corinne. Je vous dis ça car vous allez le voir, son présumé agresseur ne serait pas n'importe qui. Suite à ça, sur ses réseaux, Absatoussi a publié ceci. Cet homme m'a agressé devant mes enfants qui sont en état de choc aujourd'hui au jardin d'acclimatation. Je remercie cet homme de dos en noir qui s'est interposé pour m'aider car je n'ai pas laissé faire. Face à lui, le deuxième homme dont je cherche l'identité et qui a tenté de m'arracher mon téléphone, m'a insulté et a tenté de m'intimider. Il me demande mon adresse pour venir chez moi, mon fils en rouge pleure. Il travaille au ministère de l'Intérieur, pire, il n'est pas n'importe qui, c'est une honte. Donc apparemment la personne en question serait le directeur général de l'Amicale de la Police Nationale, qui est une association qui œuvre pour l'amélioration des conditions des policiers en bref. Et il avait déjà fait une apparition sur CNews, regardez. Écoutez, la motivation est toujours présente. Comme vous le disiez tout à l'heure, la vocation est pleine et entière. C'est un événement dramatique, vraiment, qui touche tous les policiers de France. Et au-delà même, ceux qui sont parfois en opération étrangère. Voilà, c'est toute la police nationale qui est en deuil, c'est tout un ministère, toute une grande maison, toute une grande famille. Bref, je vous parlais dans la précédente vidéo des sionistes de gauche, Johann Sfar, Anne Sinclair et Delphine Orvilleur, qui retournent leur veste concernant Israël après 18 mois où ils ont participé à la propagande sioniste. Et tous les médias les félicitent pour leur humanité tout en occultant leur silence pendant 1 an et demi concernant la souffrance des Gazaouis. Anne Sinclair a écrit sur son compte Instagram il y a 2 jours « Nous sommes meurtris, déchirés par l'action que mène le gouvernement israélien à Gaza. Les Juifs n'affament pas les enfants, les Juifs ont trop souffert pour ne pas supporter qu'on fasse du mal en leur nom. » La rabbine Delphine Orvilleur a elle aussi pris la parole dans la revue Ténois pour dire stop à la politique israélienne de Netanyahou. Je la cite, « C'est précisément par amour d'Israël que je parle aujourd'hui, par la force de ce qui me relie à ce pays qui m'est si proche et où vivent tant de mes proches. Par la douleur de le voir s'égarer dans une déroute politique et une faillite morale, par la tragédie endurée par les Gazaouis et le traumatisme de toute une région. » Léa Salamé qui va ensuite oser remettre en doute la famine présente à Gaza en demandant « Vous êtes bien sûr que les enfants crèvent de faim, on est sûr de ça. » Vous, l'image qui vous empêche de dormir, Raphaël Pitti, c'est la faim. Mais bien sûr. C'est les enfants qui crèvent de faim aujourd'hui à Gaza. Vous êtes sûr de ça. Vous êtes sûr de ça quand vous le dites. C'est pas selon le Hamas, c'est vous qui le dites. Mais c'est une réalité. Là, nos équipes qui travaillent dans nos centres de soins, tous les jours, je suis en rapport avec eux. Faïma, notre chef de mission sur place, je lui ai demandé avant-hier, est-ce que vous avez encore à manger? Elle m'a dit pour 1 semaine. Comment faites-vous? On essaye, on se rationne. Voilà. Ils en ont, eux, pour elle en particulier, elle en a encore pour 1 semaine. Qu'est-ce qui va se passer dans 1 semaine? Déjà, les enfants, les images que nous avons, etc., de ces enfants totalement dénutris, etc., ce sont des images inacceptables. C'est ce qu'on a vu pendant la dernière guerre, c'est ce qu'on a vu dans les camps de concentration. C'est pas acceptable. Cette émission était assez intéressante parce qu'à la fois, on a d'un côté Léa Salamé et Apolline de Malherbe, on va le voir par la suite, qui essayent de tempérer les agissements d'Israël, et de l'autre côté, on a Thierry Ardisson qui va dire des dingueries. Et là, pour le coup, il va faire un parallèle osé entre Gaza et Auschwitz,
qui va jeter un froid sur le plateau. Oui, je crois que vous avez raison quand vous dites, c'est exactement comme... C'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est-à-dire, c'est fou que ce soit les Juifs, enfin les Israéliens, parce que les Juifs... Et une partie des Israéliens. Oui, une partie. Parce que ça commence à bouger quand même. Bien oui, ben oui. Et pendant tout ce temps, on a Apolline de Malherbe, journaliste, qui, je le rappelle, a déjà travaillé pour le lobby pro-israélien Elnet, qui ne dit absolument rien pour le moment. Et quand elle prend la parole, c'est elle aussi, comme Léa Salamé, pour féliciter l'humanité de nos sionistes de gauche. Apolline ? Non, je trouve les prises de parole d'Anne Sinclair et de Delphine Orviller sont très poignantes, parce que précisément, comme vous le dites, c'est ces voix-là qui feront... mais je crois que, pour le coup, comme vous le dites, en Israël, il y a cette population qui, aujourd'hui, manifeste, et qui a manifesté d'ailleurs dès le lendemain du 7 octobre contre Netanyahou aussi. Mais c'est à eux, en effet, de faire évoluer les choses. Elle pense uniquement à féliciter ses petits copains. Elle n'a pas un seul mot pour condamner les agissements d'Israël ou un mot de compassion envers les Palestiniens, parce que la situation est catastrophique depuis des mois. Israël bloque l'aide humanitaire, organise la famine sous prétexte que le Hamas volerait ses marchandises si elles entraient à Gaza. On ne se rend pas compte à quel point c'est délirant. C'est à manger. Là, tout de suite, immédiatement, c'est à manger. C'est pas une histoire de cesser le feu. Et vous savez, la solution apportée par les Israéliens, vous connaissez la situation, c'est de dire on va faire rentrer 60 camions, là où il en faut pratiquement 600 à 700 par jour, qui seront distribués dans des zones mises en place par des sociétés de sécurité américaines qui vont elles-mêmes distribuer la nourriture parce que la nourriture va vers le Hamas. Mais c'est faux. J'y suis allé à Gaza 2 fois. C'est faux. La nourriture est distribuée par l'ONU, par les stocks de l'UNRWA. Donc c'est pas vrai, alors que le Hamas en prend, mais c'est évident. Quand j'étais en Syrie, les rebelles prenaient aussi de la nourriture qui rentrait par les convois, les convois humanitaires. Là, il s'agit de nourrir une population. Mais là, il faut nourrir cette population, et même si 10% est pris par le Hamas, qu'ils le prennent, mais pas la population. Et qu'ils règlent leurs problèmes entre le Hamas et les Israéliens, mais laissez la population tranquille. Et pour le coup, Thierry Ardisson ne va pas mâcher ses mots à juste titre cette fois-ci, en se posant la question que diront les prochaines générations du fait que nous savions et nous n'avons rien fait par rapport au drame qui se passe à Gaza. Ce qu'il faut dire pour finir, à mon sens, c'est que pendant la guerre, on nous dit on ne savait pas. Bon, en fait, ils savaient, parce qu'ils survolaient les camps de concentration, ils savaient bien qu'il y avait des camps. Maintenant, la théorie américaine, c'était on va d'abord libérer l'Europe, après on s'occupera des camps. On va pas s'occuper que des camps tout de suite. Voilà. Même le pape, je pense, tout catholique que je sois, même Pie XII était au courant. Enfin, je veux dire, bon. Mais là, on est exactement dans la même situation. On nous dira, mais vous le saviez. C'est ça qui est fou. Vous saviez ce qui se passe à Gaza et vous n'avez Vous le rien. saviez. Nos enfants ou nos petits-enfants nous diront, mais vous le saviez et vous faisiez rien. Bref, parlons maintenant du déchaînement médiatique contre la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon avec le livre La Meute. Je trouve que cet acharnement commence à devenir gênant. On n'a pas connu ça depuis Jean-Marie Le Pen et encore, le concernant, les médias n'étaient pas tous aussi motivés pour l'abattre, quitte à racler les fonds de caniveau. Vous avez choisi, Patrick en parlait, de dévoiler dans votre livre le fait que Sophia Chikirou, députée de Paris et conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon, partage sa vie. Elle est également sa compagne. Dévoiler sa vie privée, c'était vraiment le seul moyen de comprendre le fonctionnement de la fille. Vous avez hésité? Honnêtement, non. Patrick l'a dit, elle se présente elle-même comme la femme du chef. Et c'est ça qui lui autorise tant d'outrance, tant de violence. On parle de propos à caractère homophobe, antisémite, et qui ne sont jamais punis. Olivier, tout à l'heure, parlait de la comparaison à Goebbels. Sophia Chikirou, elle-même, il y a peut-être 2 ans, a comparé Fabien Roussel à Doriot. Et à l'époque, ça crée un malaise en interne. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est outrancier, que c'est choquant, que ce n'est pas à propos. Et pourtant, elle ne sera jamais punie. C'est quand même une sacrée performance. Mélenchon a réussi à se mettre à dos l'entièreté des médias et des journalistes du pays, c'est un exploit. Et ça montre encore le militantisme de certains journalistes qui, il y a encore quelques semaines, défendaient Marine Le Pen en disant que la justice avait fait un déni de démocratie en la condamnant. Et aujourd'hui, pour un livre, il voudrait que Mélenchon soit écarté de l'élection présidentielle. C'est quand même bizarre. Je peux vous citer une dizaine d'éditorialistes qui ont fait des éditos politiques pour expliquer que c'était inadmissible que Marine Le Pen puisse ne pas être candidate, puisse être empêchée d'être candidate à l'élection présidentielle alors qu'elle vient d'être condamnée, elle venait d'être condamnée pour avoir volé dans la caisse. Et d'autres journalistes, les mêmes, aujourd'hui, nous faire des éditos politiques pour nous expliquer que Jean-Luc Mélenchon n'est plus crédible, il ne devrait plus pouvoir se présenter à une élection présidentielle compte tenu de son comportement politique. Je ne nie pas encore une fois, et je ne dis pas que ce n'est pas un problème, le comportement de Mélenchon, y
compris vis-à-vis de la presse, j'en ai fait les frais plein de fois. Je le lis dans le livre plein de fois et c'est inadmissible. C'est scandaleux ce rapport à la démocratie et encore plus sur le rapport à la presse. Ce que je dis là, c'est que ce que l'on découvre chez Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose dans les autres partis politiques. La question de la démocratie, si les partis politiques étaient démocratiques, on le saurait depuis très longtemps. Je dis pas qu'il n'y a pas plus, peut-être du côté de chez la France Insoumise, mais le côté parti fanatique, fan de Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu la même chose avec Emmanuel Macron. Ça concerne les extrêmes. Est-ce que Emmanuel Macron, vous rigolez quand il crie En Marche, vous avez là un parti de fan club de Emmanuel Macron. Marine Le Pen, Jordan Bardella, vous avez un parti de fan club. Vous parlez de démocratie au Rassemblement National, ils ont déjà désigné qui était le prochain candidat si c'était pas Marine Le Pen, sans même qu'il y ait eu d'élection. Chaque jour, les journalistes français nous montrent qu'ils ne sont justement pas des journalistes, mais des militants. C'est un vrai problème que des journalistes, des chaînes télé ou des journaux puissent faire la pluie et le beau temps dans le monde politique. Ils peuvent par exemple faire monter un homme politique à partir de rien, comme Macron ou bientôt Louis Sarkozy. Voilà pourquoi ils sont détenus par des milliardaires. Et où d'ailleurs l'extrême droite gagne dans tous les pays, quelles que soient les forces de gauche qu'ils ont en face. D'accord ? Quelles que soient les forces de gauche qu'ils ont en face. Donc c'est pas un problème de la France insoumise. C'est un problème du néolibéralisme, des grandes multinationales qui préféreront l'extrême droite à la gauche toujours. D'accord ? Aujourd'hui, monsieur Bardella, il est en train de faire une opération séduction auprès des grands patrons comme Bernard Arnault. Et c'est ça qui est en train de se passer. On est en train de désigner le successeur d'Emmanuel Macron. Pour que tout change, il faut que rien ne change. Et en fait, le RN est en train de devenir le prochain parti présidentiel pour ces gens-là. La France insoumise est une force de rupture. La France insoumise est calomniée à longueur de journée. Tout le système est contre nous et je le dis et je pèse mes mots. Parce que moi, je faisais partie des gens qui n'étaient pas dans la France insoumise il y a encore 3 ans. Et moi, comme tout bon auditeur de France Inter, des médias un peu de gauche, toujours été de gauche, je me disais quand même, ils font vachement d'erreurs quand même pour qu'à chaque fois, ce soit eux qui soient toujours dans la sauce. Moi, je vais vous dire quelque chose. Là, aujourd'hui, je débat avec quelqu'un qui représente le parti qui a le plus d'affaires politico-judiciaires de France. Les Républicains ? Voilà, les Républicains. Je débat avec une représentante d'un parti dont l'ancien président, qu'ils nous ont donné, est accusé d'avoir reçu 50 millions d'argent illégal, 50 millions, mais à côté de l'affaire du RN, c'est rien du tout. Vous avez bien fait de dire accusé, parce qu'à ce stade, il est toujours présumé innocent. Non, il est en appel, enfin oui, bon, ça va. Oui, bah, jusqu'à, pendant 20 ans, d'accord. Oui. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager, c'est important. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est encore plus important. Respirez un bon coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout dans tous les cas. On est ensemble, ciao.